Yo, ça date. Je vais aller me faire un thé. Ok, c'est mieux. On va pouvoir commencer. Ouais, ça date, puisque ça fait genre 1 an, je pense. Mais soit, je m'étais dit régularité, tout ça, c'est pas grave. Nouvelle année. J'allais dire nouvelle résolution, je déteste les résolutions. S'il y a bien un truc qui, moi, ne me motive pas du tout, mais m'angoisse plus qu'autre chose, c'est les résolutions. Mais c'est bon, I'm back. Et du coup, je reviens comme une fleur pour te parler de mes meilleures lectures de cette année 2022. J'ai, ma foi, lu pas mal de livres. Et parmi ces pas mal de livres, il y a eu quelques très jolies lectures. J'ai pas genre fait un top 10. Je sais pas trop combien il y a de livres. Je pense qu'il y en a un petit peu moins de 10. Peu importe. Et j'ai juste envie de te parler des livres qui vraiment ont marqué mon année de lecture pour différentes raisons. C'est pas non plus dans un quelconque ordre, vraiment. J'ai juste envie de piocher les trucs tels qu'ils arrivent et en discuter un peu avec toi. Et pourquoi est-ce que ces livres sont dans mon top de cette année dernière. Je vais commencer par peut-être un de mes plus grands coups de cœur de ces dernières années. J'ai lu le premier tome l'an dernier, mais j'ai fini la trilogie cette année. C'est la trilogie des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. J'ai eu un coup de foudre absolu pour le tome 1 que j'ai trouvé grandiose. On va y suivre une femme, puis 2 femmes, puis 3 femmes en fait, qui tentent de survivre dans un univers, j'allais dire post-apocalyptique, mais on est dans de l'apocalyptique tout court. La Terre tremble, la Terre gronde, il y a ce qu'on appelle des saisons, qui sont en fait des moments où la Terre, qui est une entité à part entière ici, se réveille. Et on pourrait presque dire se défoule sur les humains. Au milieu de ces humains, il y en a qu'on appelle les orogènes et qui possèdent la capacité de contrôler certains éléments de la Terre. Voilà, j'ai pas envie de t'en dire trop, mais disons qu'ils sont pas forcément très appréciés par le reste de la population. Et on va donc suivre ces orogènes en plein milieu de cette saison. Voilà, j'ai pas envie de t'en dire trop parce que moi j'en savais pas trop en le commençant et que ça a été génial. Enfin franchement, toute la trilogie était super. J'ai trouvé peut-être le tome 2 un poil plus mou, mais très légèrement. Franchement, le premier, je l'ai noté 5 étoiles, le deuxième, j'ai mis un 4 et le troisième, j'ai remis un 5 étoiles. Donc voilà, trilogie finie cette année. Extrêmement belle découverte pour moi qui ne suis pas une grande fan de science-fiction. Ça a été ici absolument incroyable et la plume de N.K. Jemisin est tellement particulière et intense. Enfin, c'était vraiment, je le recommande x 10 000. Autre lecture qui m'a énormément touchée cette année et que je vais garder très très près de mon cœur, c'est Le garçon qui dormait sous la neige de Henning Mankell, je pense qu'on dit, aux éditions Seuil, qui est un plutôt petit roman. On est sur genre 250 pages et tu vois, c'est écrit très gros. Enfin, ça se lit extrêmement vite et j'ai juste adoré. On va donc suivre Joël, qui est un jeune garçon qui vient de fêter son 14e anniversaire. Il vit seul avec son père, ancien marin, alcoolique. Et le jour de son 14e anniversaire, Joël va prendre 3 résolutions. Si je ne me trompe pas, c'est s'endurcir afin de vivre jusqu'à 100 ans, gagner l'argent qui permettra à son père de retourner vivre au bord de la mer et voir une femme nue pour la première fois. J'ai juste adoré ce petit roman. Je l'ai trouvé extrêmement touchant de par la façon déjà dont il est conté et dont il est amené. On est complètement dans la tête de ce petit Joël, avec ses réflexions de jeune adolescent, avec ses questionnements, le fait de pas forcément tout comprendre, mais le fait d'avoir envie, d'avoir des désirs de vie il passe par différentes phases qui sont très intenses dans son rapport avec son père, dans son rapport avec les gens qui l'entourent, son rapport aux femmes, à l'école, à la réalité en fait de ce monde autour de lui. Et ouais, j'ai trouvé ce roman très touchant, très simple, très juste et vraiment, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Circé de Madeline Miller, que je n'ai pas là parce que je suis en train de le faire lire à ma maman, qui a été une très très chouette lecture de cette année.
J'ai adoré le style de Madeline Miller, vraiment. J'ai corné plein de pages, je pense, dans le livre parce que il y a énormément de passages que j'ai trouvé très très beaux. Je vais pas en parler 10 000 ans parce que je pense que ça fait partie de ces lectures qui pour le coup sont très connues. Moi qui adore tout ce qui est mythologie, j'étais grave servie. Enfin, c'était super. Personnellement, j'ai adoré et je comprends du coup qu'il est autant plu. Je te parle de Le mur invisible de Marlène Haushofer, traduit par Liselotte Baudot et Jacqueline Chambon. Je crois que j'ai oublié de dire qui a traduit les livres précédents, my bad. J'ai passé là aussi un très bon moment de lecture. Je vais pas le redire à chaque fois parce que forcément, si ces livres sont dans mes tops, c'est que j'ai kiffé. En toute logique. J'étais pas impliquée dans la lecture comme j'ai pu l'être pour les 3 précédents, dans le sens où, je sais pas, j'étais moins attachée au personnage, j'étais juste, moins prise dans l'histoire. Et pour autant, quand j'ai refermé le livre, j'y ai repensé pendant pas mal de temps. Et c'est le genre de livre où, ouais, vraiment, pendant que j'étais dedans, j'étais pas la plus conquise du monde. Et après la lecture, à tête refroidie, je me suis dit non, en fait, je viens de lire quelque chose de génial. On va donc dans ce livre suivre une femme qui part avec un couple d'amis à elle dans un chalet pour aller un petit peu se ressourcer. Eux, c'est leur chalet et elle les y rejoint souvent en vacances ou elle part avec eux quelques semaines histoire de se vider la tête un peu dans ce chalet au milieu de nulle part. Et dès le premier soir, son couple d'amis décide d'aller au village en contrebas pour aller boire un coup genre à l'auberge. Elle préfère se reposer. Elle reste dans le chalet. Et quel n'est pas son étonnement quand au réveil, elle se rend compte qu'ils ne sont toujours pas là. Ils ne sont pas rentrés. Elle commence par paniquer, étant donné qu'ils ne sont pas là. Elle pense avoir fait une bêtise, les avoir enfermés dehors, les avoir contraints à redescendre au village. Enfin, voilà, elle s'imagine des choses totalement logiques. Elle part donc pour aller en direction du village et elle se heurte à un mur invisible. Puisque c'est le titre du livre, absolument. Elle se heurte donc, je disais, à ce mur invisible et elle comprend très rapidement qu'en fait elle est coupée du monde. Elle arrive à voir, tout ça c'est pas du spoil, hein, c'est vraiment genre les premières pages du roman. Elle arrive à voir qu'au loin les gens semblent avoir été comme pétrifiés et elle se retrouve donc seule, là, avec le chien de son couple d'amis et c'est son journal intime. Ce que j'ai trouvé un petit peu presque indigeste pendant ma lecture, c'est le fait qu'en fait, il n'y a absolument aucun paragraphe. On est sur vraiment du texte. J'ai dit aucun paragraphe, je voulais dire aucun chapitre. Mais bref, on est sur du texte hyper dense où en fait, j'avais un peu du mal par moment à reprendre ma respiration. Et je te dis, c'est vraiment après avoir fini ce livre que je me suis dit, mais en fait, je viens de lire quelque chose de génial. Parce que on va pas du tout se concentrer sur ce qui s'est passé à l'extérieur. Quel est ce mur, pourquoi il est là, comment il est là, c'est totalement secondaire. L'histoire, c'est cette femme qui du coup doit se débrouiller seule, doit commencer à planter, à cultiver avec le peu de connaissances qu'elle a. Et elle raconte simplement cette vie de solitude. On sort complètement des impératifs, des cadres de la vie, parce que très vite elle a plus de montre, elle a plus de repères et elle se met à juste vivre sans réels objectifs, si ce n'est de bien planter pour bien cueillir plus tard. Très très vite, en fait, elle se résigne au fait d'être coincée là. Et c'est bête ce que je vais dire, mais j'ai trouvé ça à la fois d'une simplicité et d'une puissance. Elle accepte très vite son sort, en fait, elle vit simplement parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de vivre et elle met les choses en place parce qu'elle n'a pas d'autre choix que de les mettre en place. Et je saurais pas vraiment comment t'expliquer, mais il y a un truc dans ce roman qui m'a vraiment marqué, dans la puissance de la simplicité de ce qu'il se passe, alors que la situation est hyper absurde. Je sais pas du tout si je t'ai donné envie de lire ce livre, mais moi j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour continuer sur les romans vite fait, je vais te parler d'un truc beaucoup plus léger, pareil que je pense tout le monde a lu cette dernière année, mais quel régal. C'est le premier tome ici des aventures de Anne, donc Anne de Green Gables par Lucie Montgomery, donc ici édité chez Monsieur Toussaint Louverture of course, et on est sur une traduction de Hélène Charrier. Merci bien madame. Donc, là aussi je vais aller relativement vite sur le petit pitch parce que
Comme je te dis, tout le monde en a parlé. On va donc suivre Anne, qui est une orpheline et qui va se faire adopter par une sœur et un frère pour les aider à la ferme, dans la maison, etc. Et ce livre est un bonbon. Anne est une petite fille complètement perchée, qui a une imagination au-delà de débordante, c'est même plus les mots, quoi. Enfin, elle est complètement perchée, elle est tellement attachante, elle est hyper relou à des moments, mais en même temps, elle est juste extraordinaire. Et cette lecture, c'est un bonbon. Genre vraiment, je l'ai lu au printemps, après avoir enchaîné l'hiver dernier pas mal de lectures assez lourdes. Et quel plaisir. C'était top, j'ai adoré. Pour la lecture suivante, pareil, je vais aller assez vite. Blackwater. Voilà, est-ce que c'est original? Absolument pas. C'est donc écrit par Michael McDowell et c'est traduit par Yoko Lacour avec la participation de Hélène Charrier, encore cette très chère Hélène. Et on est là aussi chez Monsieur Toussaint Louverture, de toute façon, Monsieur Toussaint Louverture. Et Blackwater, ça n'a pas été du tout le truc de genre Love at First Sight, vraiment pas. J'ai lu le premier, comme je te dis, en trouvant ça sympa. J'ai lu le deuxième en me disant pareil, bon bah je passe un bon moment de lecture, mais... Et en fait, je me suis servi de Blackwater pour faire des transitions entre des grosses lectures plus marquantes. Parce que c'est devenu un peu ce truc confortable de retrouver la famille Casquet, leurs aventures. Ce réalisme magique, moi, ça m'a vachement fait penser en plus doux à une écriture un peu à la Isabelle Allende, où on a un cadre très réaliste, très posé, avec un soupçon de glauque et de tordu juste à quelques instants qui pimente ce qu'il faut l'histoire. Là aussi, simple et efficace, quoi. Je t'ai même pas dit de quoi parler le livre, mais bon, je pense que honnêtement, tout le monde en a tellement parlé que tu dois savoir, mais pour faire simple. On va donc suivre la famille Casquet à la suite d'une crue absolument terrible de la Perdido qui va détruire énormément de choses. Et au milieu de cette crue, ils vont trouver une femme enfermée en haut d'une maison qui a survécu, qui est là depuis plusieurs jours apparemment, et pour autant elle va bien. Cette femme est très bizarre, cette femme est très intrigante, et cette femme va épouser l'un des membres de la famille Casquet. Et à partir de là, il va se passer plein de choses. Et là où je te dis au début, j'étais en mode ce sent pas, mais bon, au fur et à mesure, en fait, ce sont des très bonnes lectures. Et oui, du coup, étant donné que cette saga a vraiment rythmé mon année, elle fait partie de mon top, forcément. Et je te la conseille, d'autant plus que on va pas trop rentrer dans les détails parce que tout le monde les a vus, mais ce sont des très très jolies éditions. Vraiment, Monsieur Toussaint Louverture, merci. Deux derniers romans avant de parler très vite fait des graphiques. J'ai lu The Starless Sea de Erin Morgenstern, que j'ai beaucoup aimé. Alors, je pense que j'aurais bien plus aimé ce livre si je ne l'avais pas lu à la suite de le livre dont je vais te parler après, qui pour le coup est devenu mon nouveau livre préféré, qui m'a complètement retourné. Et donc passer après, ça a été un peu compliqué. Mais tu peux voir un peu, genre, le nombre de pages que j'ai corné, ça en dit quand même long sur l'affection que j'ai eue pour ce livre. Dans The Starless Sea, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Zachary Rowling, qui est étudiant, qui lit pas mal, et un jour il va dans la bibliothèque de son campus, où il trouve un livre sur une étagère qui n'a pas de titre, qui n'a pas d'auteur, qui n'a pas de résumé. Il est très intrigué par ce livre, donc il l'embarque. Il retourne dans sa chambre, il commence à le lire, et en fait ce livre est une succession de contes, d'histoires, de fables. Il les lit, les premières fables où on rencontre un pirate et une jeune femme, puis une petite fille. On a une suite de fables comme ça, et au bout d'un moment, l'un de ces petits contes raconte l'histoire d'un petit garçon qui, en rentrant de l'école un jour, passe dans une petite ruelle derrière la boutique de sa maman et tombe sur une porte peinte sur le mur. Sauf que ce petit garçon, c'est lui. Zachary le sait, c'est bien trop précis pour que ce soit quelqu'un d'autre. Et à partir de là, il va essayer de comprendre pourquoi
est-ce que un épisode de sa vie est écrit dans ce livre qu'il a trouvé dans cette bibliothèque. Ce côté où on a ces contes et ces fables qui reviennent tout le long du livre et qui s'entremêlent et se rencontrent avec l'histoire principale de Zacharie, où petit à petit des liens se tissent, c'est génial, c'est très très bien fait. Là aussi, l'écriture est d'une beauté. Je pense que quasiment toutes les pages que j'ai cornées, ce sont des contes que j'ai trouvés sublimes, vraiment. J'ai limite en fait préféré justement les histoires dans l'histoire plutôt que l'histoire principale de l'histoire. C'est pas clair, mais je pense que tu as compris. Et c'est pour ça qu'en fait ça m'a marqué. C'est déjà par l'ambiance qui est juste géniale. Les descriptions étaient super. C'était très très chouette. Et c'était très très chouette. Dernier roman avant de parler de 3 lectures graphiques. On va aller assez vite. Et là il va falloir que j'essaye d'être claire. Et ça va être très compliqué parce que je vais te parler de mon nouveau livre préféré. Le livre qui a juste surpassé tous les autres. Je t'ai fait un teasing pour aucune raison. Je vais te parler d'une grosse brique éditée encore une fois chez Monsieur Toussaint Louverture. Franchement, si on n'a pas compris que c'était une de mes maisons d'édition préférées, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. C'est La maison dans laquelle de Mariam Petrosian et qui est traduit par Raphaël Pache et qui, je pense, a fait un travail absolument extraordinaire. Je vais avoir beaucoup de mal à te parler de La maison dans laquelle parce que j'ai pas les mots. C'est vraiment... Déjà, là aussi, je pense que tu peux te rendre compte un peu du nombre de pages cornées. Donc quand je te parle d'une bonne brique, c'est qu'on est quand même sur plus de 1000 pages, on est sur à peu près 1100 pages. Et s'il y avait eu 1000 pages de plus, je les aurais dévorées avec le même plaisir, la même émotion. C'était... Vraiment, j'ai pas les mots. Je vais essayer de te dire de quoi parle ce livre. Là aussi, sans t'en dire trop, parce que moi, je suis vraiment rentrée dedans en sachant très peu de choses. Et rentrer dedans, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Parce que La maison dans laquelle, c'est l'histoire d'une espèce de refuge / internat. Refuge, c'est pas du tout le bon mot. C'est un peu comme un internat rempli d'enfants qui ont tous plus ou moins des handicaps et qui vivent du coup dans cette maison. Ça va être hyper dur d'en parler. Vraiment, j'ai déjà voulu en parler à plein de gens parce que vraiment je suis en mode lisez ce livre. Et donc on va suivre ces enfants, on va suivre leur monde qui concrètement se résume à cette maison, l'univers qu'ils y ont créé, les hiérarchies qu'ils ont mis en place, leurs règles, leur façon de vivre, leurs liens, leur questionnement là aussi sur le passage à l'âge adulte, l'adolescence, l'enfant. C'est hyper dur d'en parler. C'est hyper dur d'en parler, mais c'est brillant. Déjà, là aussi, c'est, je pense, sans déconner, que c'est l'une des plus belles choses en termes d'écriture que j'ai pu lire de ma vie. L'écriture est sublime, vraiment sublime. C'est pour ça que je pense que la traductrice a fait un travail incroyable. Et tous ces enfants, ces ados, ces jeunes gens m'ont tellement touchée. C'est long, 1000 pages. Là, pareil, il se passe pas non plus 1 milliard de choses. On est dans beaucoup de questionnements internes, de questionnements sur les liens sociaux, les rapports, le monde extérieur, parce qu'en fait, il y a vraiment une énorme rupture entre la maison et le monde qui l'entoure. Les enfants ne sortent pas. Quasiment personne de l'extérieur ne rentre dans cette maison. C'est leur monde, c'est leur écosystème entier. C'est tout ce qu'ils connaissent en fait. La chose qui les effraie le plus, c'est justement le fait de devoir sortir de cette maison un jour, de devoir la quitter. Et c'est tellement bien fait à ce niveau-là, parce que plus on avance dans le récit, plus cette peur, cette angoisse en fait de quitter la maison, on commence à la ressentir et elle commence à s'imprégner en nous d'une puissance. Plus ils avaient peur, plus l'échéance du départ de la maison approchait, plus j'arrivais de la fin et plus je me disais c'est pas possible, je ne suis pas prête à quitter cette maison. Et ça, c'était brillant. Là aussi, on est sur la maison qui est une entité à part entière. Ils n'ont pas envie de la quitter et on n'a pas envie à aucun moment. Et quand j'ai refermé ce livre, je pourrais presque en être émue, quoi, tellement
il m'a fallu un moment pour entamer un autre récit parce que qu'est-ce qui passe après ça? J'ai trop du mal à en parler à tout le monde parce que ce livre a résonné en moi d'une force. Il a habité en moi comme j'ai été invitée. C'est même pas invitée, c'est presque contrainte à habiter en lui. Et je le reprends hyper souvent pour relire des passages parce que j'en ai besoin, parce que cette maison a laissé quelque chose en moi et j'ai besoin d'y retourner de temps en temps. Voilà, la plus belle lecture de mon année. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, je vais vite fait finir sur 3 lectures graphiques pour finir avec un peu plus de légèreté et de douceur, quoique pas de ouf. D'abord, je vais te parler de ce gros bébé qui est la première partie de 47 cordes de Timothée Le Boucher qui est édité ici chez Glénat. Timothée Le Boucher, j'ai une relation un peu bizarre avec son travail. Graphiquement, honnêtement, c'est pas ma came. Il y a des planches que je trouve très fortes et très belles. Mais purement graphiquement, moi, c'est pas le style qui me touche. Par contre, la narration est tellement intelligente, tellement fine, tellement bien amenée que je les dévore. J'ai découvert l'an dernier Ces jours qui disparaissent et quand la première partie de 47 cordes est sortie, je me suis ruée dessus. On va suivre Ambroise qui va faire la rencontre d'une créature qui est une métamorphe et qui est capable de changer d'apparence au gré de ses envies. Elle va tomber follement amoureuse d'Ambroise et elle va tout mettre en place pour essayer de l'avoir en fait, pour faire en sorte qu'il lui appartienne. C'est pour moi du grand Timothée Le Boucher. C'est presque de l'ordre du thriller. Alors je lis très peu de thrillers, il est vrai, mais on est dans ce truc-là, quoi. C'est un peu perturbant, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Franchement, parler de la maison dans laquelle ça m'a pris toute mon énergie, là j'arrive plus, mais c'est génial. Et là aussi, on en a beaucoup parlé et franchement, je comprends pourquoi, c'est totalement légitime. Ensuite, je vais te parler pour finir de 2 petits mangas qui ont l'appareil été des très 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 jolies découvertes. J'ai commencé cette année, je te montre que les premiers tomes parce que flemme, n'est-ce pas? Bonne nuit Poun Poun de Inyo Asano qui est édité chez Kana. Bonne nuit Poun Poun, c'est une petite claque. Voilà, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Poun Poun, qui est un jeune adolescent. Entre ses parents, il va se passer un drame. Et Poun Poun va se construire. J'ai pas du tout fini cette série, je suis genre au tome 5, je pense. Mais déjà jusqu'au tome 5, c'est claque sur claque. Je trouve que là aussi, les questions de l'enfance, du passage à l'adolescence, du rapport aux parents, à l'amour, à son corps, à la sexualité, aux copains, le fossé entre les choses hyper graves et lourdes qui se passent autour de ce gamin et lui qui continue à réfléchir comme un très jeune adolescent parce que c'est comme ça qu'on fonctionne quand on a ces âges-là. C'est très 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 intelligemment construit. C'est pour moi quelque chose qui plairait absolument pas à tout le monde. C'est particulier graphiquement, c'est particulier dans la narration, mais c'est génial. Si ça continue comme c'est là, c'est une masterpiece. Genre vraiment, on est sur un chef-d'œuvre. Mention spéciale à la complexité graphique de ce manga. Poun Poun et sa famille sont représentés comme des petits oiseaux, là où tous les autres sont représentés comme des gens. Et ça, déjà, je trouve ça extrêmement intelligent. Parce qu'on donne à Poun Poun l'apparence qu'on veut. Du coup, ça devient hyper libre et ça va encore plus loin parce que Poun Poun ne parle quasiment jamais. On n'a presque aucun dialogue de Poun Poun, voire aucun en fait. On a toutes ses pensées, on a ce que les autres lui répondent, on n'a pas ce que lui dit. C'est vraiment, c'est plein de petits détails qui en font quelque chose de brillant. Enfin, franchement, c'est brillant. Bonne nuit Poun Poun. Et je vais finir cette vidéo sur un autre manga. J'ai lu
pas mal de mangas cette année. Enfin, je me suis un peu remise au manga, truc que j'avais arrêté de lire depuis, je pense, mes 13 ans. Et j'ai fait la rencontre de L'Enfant et le Maudit de Nagabe, édité chez Komiku. Et on est sur un coup de foudre. On est sur un coup de foudre. On est sur un peu deux mondes qui tentent de cohabiter, l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur est l'endroit où vivent les humains. Et l'extérieur est l'endroit où vivent ceux qui ont été contaminés par une espèce de malédiction qui sont devenus ceux qu'on appelle des maudits. Et au milieu de cet extérieur vit une petite fille, accompagnée d'un maudit. Il se cache, il la protège, il fait de son mieux pour ne pas la contaminer, pour qu'elle survive, pour qu'elle ait une enfance un petit peu normale dans ce cadre qu'il l'est absolument pas. C'est joli comme tout, c'est doux, en même temps il y a une vraie intrigue, enfin... Ah, j'ai des fourmis dans la jambe. Et j'en étais où avant de décéder Oui, c'est très doux, mais comme je te disais, on a quand même une vraie intrigue. On a envie de comprendre qui est cette petite fille, qu'est-ce qu'elle fait avec ce maudit, comment ils se sont retrouvés là, pourquoi, est-ce qu'elle n'est pas contaminée. Et en même temps, je trouve que ces deux personnages sont tellement touchants que là aussi, moi, l'intrigue principale, je vais pas dire que je m'en fous, mais je suis juste tellement touchée par leur relation, par cette petite fille qui est hyper positive. C'est poétique, c'est sombre et en même temps c'est très doux. C'est l'un des meilleurs mangas que j'ai lu de toute ma vie et vraiment je le mets dans mon top parce que je suis amoureuse. Vraiment, je suis amoureuse de cet univers. Et B, pour une reprise, ça c'est de la reprise, hein. N'hésite pas à me dire, toi aussi, quelles ont été les meilleures lectures de ton année, les livres qui ont vraiment laissé quelque chose de spécial en toi, ou au sein desquels tu as tenté de laisser quelque chose de spécial en t'appropriant un peu leur histoire. Peu importe, n'hésite pas à me dire parce que je suis très curieuse là-dessus. Et voilà, j'espère que ce petit moment un peu décousu en ma compagnie t'a plu. Et on se revoit bientôt.